It's the Poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast du jardin. Au menu aujourd'hui, la troisième partie du tournoi Battle en terre Costner-Mauricaine. Nous affrontons l'équipe Arfang-Le-Bien composée d'une alliance d'hommes-lézards et de hauts-elfes sur un scénario mêlant contrôle de quart de table et de 2 objectifs bougeant à chaque tour. Je ne me souviens plus des modes de déploiement qui ont été utilisés, mais ça n'a pas eu d'impact sur la partie. Sur le flanc droit de l'équipe Arfang, on a donc le bloc de Saurus avec devant 2 x 10 skinks, un char de crasse, 20 archers avec un porte-étendard et tout au bout à gauche le général au elfe, le magicien niveau 2 de la haute magie. De l'autre côté, en partant du premier plan, on a donc le char de crasse, la vingtaine d'archers avec porte-étendard encore, les 5 chevaucheurs de Saurus avec le Kuraku, le Kurakak à l'intérieur, les 20 lions blancs avec la grande bannière, 2 salamandres derrière les... Et enfin, de l'autre côté des haies, on a la cohorte de 10 skinks avec le prêtre skink de la bête à l'intérieur. Sans oublier les 5 caméléons qui sont dans la forêt qu'on peut voir à droite de la photo. Sur notre flanc gauche, on a toute la subtilité ogre avec le pack de ventre dur et les 2 personnages. Les mangeurs d'hommes qui sont mis en éclaireur juste devant un des objectifs. Donc je vous avais dit qu'il y avait 2 objectifs qui bougeaient, on peut les voir les 2 en haut à gauche de la photo. C'est les archers bretoniens. À chaque tour, ils vont bouger d'un des 6 pas dans une direction aléatoire. On peut les capturer en les chargeant, donc ils fuient si on les rattrape, on les a. Une fois qu'on a un objectif, on ne peut plus faire de marche forcée. Si jamais on fuit d'une quelconque façon, on perd cet objectif et l'adversaire peut le récupérer. Donc à la fin de la partie, les objectifs valent de mémoire 1 point, les quarts de table de notre camp qu'on contrôle valent 1 point et les quarts de table de l'adversaire qu'on contrôle valent 2 points. Sur notre flanc droit, on a toute la force brute elfe sylvain. Donc on a un grand aigle, le deuxième on le voit pas mais il est à côté. 2 x 10 archers, les forestiers et les dryades en écran au premier plan. Et enfin derrière, les danseurs de guerre avec la grande bannière et le mage. Ah oui, petit aparté, je vous ai dit que je ne me rappelais plus du mode de déploiement. En fait, si nous, on avait choisi une variante d'attaque à l'aube qui fait qu'on on lançait un dé pour savoir où étaient nos unités. Et si jamais on faisait un as, on avait une unité qui était en dehors de la table et qui pouvait arriver à partir du tour 2. Donc c'est pour ça qu'il manque un grand aigle et les gnoblards sur les photos du déploiement. Ils vont arriver plus tard. Au niveau des charges, on a les ventres durs qui chargent les caméléons fuient. Ça va être notre seule charge, sinon les mangeurs d'hommes vont se placer juste devant le premier objectif qui avait avancé vers eux. Du côté des elfes sylvains, c'est juste un petit repositionnement, donc les dryades et les danseurs de guerre vont vers le centre de la table. Les archers et les forestiers se mettent en position pour tirer sur les skinks et le grand aigle commence à essayer une petite manœuvre de contournement. Au niveau de la magie, rien de spécial. Par contre, les tirs vont faire fuir une unité de skink qui va s'arrêter juste avant le bord de table.
Sur notre flanc gauche, les salamandres vont avancer pour cracher sur les mangeurs d'hommes. Mangeurs d'hommes qui recevront en plus une convocation ardente de la part du mage elfe. Pendant ce temps, les chevaucheurs de sang-froid vont commencer une manœuvre de contournement des ventres durs. Alors là, par contre, ça va demander peut-être un petit peu trop de temps. Je pense que quand ils ont bougé les chevaucheurs de sang-froid, ils auraient quand même dû essayer de garder une ligne de vue sur les ventres durs. De l'autre côté, on a eu une avancée des Saurus avec le char à côté pour les épauler. Une unité de tirailleurs skink prend position à leur gauche pour essayer de contrer l'avancée de l'aigle et des forestiers. Les archers restent à leur place et vont tirer sur les Dryanes, mais sans grands effets. Et à côté de la statue, vous pouvez voir que la cohorte de skink et le prêtre ont aussi avancé. Début de notre tour 2, les mangeurs d'hommes vont charger la salamandre qui est en phase 2. La salamandre reste, c'est parfait pour nous, normalement elle devrait être explosée par les mangeurs d'hommes, ce qui va permettre de faire une charge irrésistible sur la cohorte de skink avec le prêtre à l'intérieur. Autrement, on a l'aigle-noblard et le grand aigle qui arrivent en renfort, les ventres durs avancent un petit peu. Du côté des elfes, on a les dryades et les danseurs de guerre qui se positionnent dans le cimetière. Donc là, pour les danseurs de guerre, c'est pour permettre aux magiciens de soutenir les ogres si jamais il y a besoin, parce qu'il y a quand même les lions blancs qui sont dans les parages. Les dryades, elles, vont essayer d'aller vers les archers aux elfes et de s'infiltrer entre la statue et le char à lion blanc. Sachant que le char à lion blanc sera ma prochaine cible au tir. Donc sur le flanc droit, sinon, comme tout bon elfe, je recule. Je mets juste mes archers à portée de tir du char de crasse. Les forestiers commencent à une manœuvre de contournement avec le grand aigle. Donc eux, ils vont essayer de s'occuper des tirailleurs skink. Durant la phase de tir, donc je cible le char de crasse à la fois pour permettre à mes dryades de passer à côté des saurus et de charger les archers. Et en plus, ce char est l'unité qui va me permettre de causer le plus de tests de panique autour. Donc les saurus passent leur test de panique, par contre les archers vont le rater. Ils ne vont pas sortir hors de la table, par contre au tour prochain ils vont rater leur test de ralliement parce qu'ils n'avaient pas de musicien. Et donc les elfes vont perdre la moitié de leur tir et leur général. Au corps à corps, sans surprise, la salamandre est annihilée et les mangeurs d'hommes impactent les skinks. Début du tour 2 de l'équipe Arfang, donc ils vont mettre en place une sorte d'encerclement des ventres durs. Donc les caméléons vont se mettre devant, la salamandre va aller dans la forêt pour leur cracher dessus. Les cavaliers saurus ont fini leur manœuvre d'encerclement. Alors le char est un peu mal placé, ils auraient dû le tourner un petit peu plus pour qu'ils puissent voir les ventres durs même s'ils avançaient au prochain tour. Et enfin pour compléter le dispositif, on a les lions blancs qui sont venus se mettre juste en face des ventres durs. Les archers restent derrière pour tirer, mais ça aura pas trop d'effet. De l'autre côté, les Saurus continuent à avancer, et le régiment de tirailleurs skink qui était en fuite fait une marche forcée pour essayer de les rattraper. Au niveau du corps à corps, tous les skinks sont tués, il y a juste le prêtre qui va s'échapper. Les mangeurs d'hommes ne vont pas le poursuivre, ils vont se reformer pour faire face au flanc des lions blancs. Tour 3 de la team fondeur. Alors, depuis la partie précédente, JB, il a envie d'y aller. Donc là, il envoie les ventres durs et les mangeurs d'hommes dans les lions blancs qui restent. Pour protéger les ventres durs, je vais poser le grand aigle devant les cavaliers saurus. Les dryades, comme vous le voyez, elles sont mises à côté de la statue, donc elles regardent vers les saurus qui vont avancer. Donc c'est pour avoir une éventuelle attaque de flanc, mais c'est vraiment une opportunité très éventuelle parce que le bloc de Saurus, j'ai peu de chance de l'avoir quand même. Sinon, au centre, dans le cimetière, on a les danseurs de guerre qui reculent un petit peu. Les archers doivent reculer aussi un petit peu de mémoire, toujours pour tirer sur les Saurus. Le grand aigle, lui, il se prépare à lancer une charge sur l'objectif que vous voyez, le petit archer bretonien. Donc ça, c'est pour le prochain tour. Si tout se passe bien, l'aigle charge l'archer bretonien qui ira vers les danseurs de guerre. Ce qui fait que les danseurs de guerre, si jamais ils ont à charger pour essayer de récupérer cet objectif, ils seront quand même assez éloignés des Saurus. Et enfin, les forestiers, on les distingue mal dans la maison, mais ils vont tirer sur les Saurus aussi. Les skinks ne me font pas trop peur. Au tir, il n'y a aucune chance qu'ils me fassent un mort. Enfin, si, il peut me faire un mort, mais c'est vraiment sur un gros coup de chance. Et pareil, au corps à corps, les forestiers peuvent s'en occuper. En parlant de corps à corps, le gros corps à corps central entre les lions blancs, les ventres durs et les mangeurs d'hommes. Donc là, c'est une vraie boucherie. À la fin du corps à corps, il ne reste plus qu'un lion blanc et le porteur de la grande bannière. Donc il y a eu des pertes aussi du côté des ogres. Donc vu qu'il reste un lion blanc, le régiment est toujours tenace et il reste.
Durant leur tour 3, nos adversaires, tout comme JB le tour précédent, ont l'air d'avoir envie d'en découdre. Bon bah pas de chance, c'est mon grand aigle qui va prendre. Donc il est chargé par les sang-froid plus la salamandre. Les skinks caméléons, eux, vont charger l'objectif bretonien, ils vont le capturer. Ils vont se retrouver juste en face des gnoblards. De l'autre côté, on a les saurus qui continuent leur avancée tranquille. Au niveau des corps à corps, le dernier lion blanc tombe, mais la grande bannière reste. Et paix à son âme, le grand aigle est écharpé par les sang-froid et la salamandre. Début de notre tour 4, face à toute cette frénésie de corps à corps, je décide de lancer une charge générale avec mes elfes. Bon, en fait non, pas du tout, il y a juste les gnoblards qui vont charger les caméléons qui sont juste devant eux. Moi de mon côté, je me contente d'entourer les saurus pour les tuer lentement au tir. Il y a juste ma grande bannière qui va charger l'objectif bretonien et la capturer. Je vais poser le grand aigle devant le régiment de saurus pour qu'il ne puisse pas aller sur ma grande bannière. Les forestiers que vous voyez tout au fond, eux, ils vont finir le prêtre Sking qui avait échappé au mangeur d'hommes. Au niveau du corps à corps de Titan, entre les gnoblards et les caméléons, il y aura un mort partout, mais grâce à la charge, au rang et à l'étendard, les gnoblards vont l'emporter, ils vont essayer de récupérer l'objectif, mais ils n'y arriveront pas. Et enfin, pour le corps à corps entre la grande bannière elfe et les ogres, la grande bannière finira par succomber, et les ventres durs se reforment pour faire face aux hommes lézards qui arrivent de l'autre côté de la forêt. Tour 4 des hommes lézards et des hauts elfes, le Kourak charge l'objectif bretonien, il passe entre les caméléons et les gnoblards et réussit à l'attraper. Donc sinon c'est essentiellement du repositionnement, la salamandre va se positionner devant les buffles. On le voit pas très bien mais le char de crasse se met dans la forêt et les cavaliers saurus se mettent aussi de façon à faire face aux buffles, au ventre dur. Les caméléons se rallient et ils font face aux gnoblards. De l'autre côté les saurus ne vont pas bouger. À notre tour, au niveau des saurus, il se passe rien, ça va être un statu quo. Il y a juste mon mage qui va se mettre en face du Kourak avec l'objectif pour lui lancer une lance d'ambre. Le Kourak attrapera parfaitement la lance d'ambre et se fera transpercer. Sinon, on aura une charge des ventres durs sur la dernière salamandre, donc la salamandre sera aussi massacrée. Pour leur tour 5, on aura juste une charge kamikaze du char de crasse sur les ventres durs, donc il fera quelques dégâts avant d'être détruit. La partie se terminera sur une victoire de notre part. Donc on contrôlera de mémoire 2 quarts de table et un objectif, alors qu'ils n'auront qu'un quart de table. Donc voilà, partie très plaisante. Le résultat était un peu biaisé parce que nos adversaires étaient débutants, mais ça a été l'occasion d'échanger quelques techniques, et c'était vraiment une partie sympa. Au final, bilan plutôt positif de la première journée, avec 2 victoires et une défaite, espérons qu'on fasse aussi bien le lendemain.